Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture, peut-être pas 100% lecture, enfin très certainement pas 100% lecture. C'est un vlog que j'appréhende un peu parce que à chaque fois que je sors du cadre de la lecture, je cringe moi-même. Au début je suis un peu contente, tu vois, je suis satisfaite du résultat, je suis en mode ok, ça me fait de bons souvenirs, c'est cocooning, c'est cool. Et en fait plus le temps passe et plus je suis en mode le vlog est complètement inutile, je ne parle pas de lecture alors que c'est une chaîne de lecture. Et du coup je supprime la vidéo alors que ça m'a demandé beaucoup de temps au montage et beaucoup de temps également au tournage. J'en ai marre de moi-même, je sabote moi-même mon travail. Quand je regarde ce genre de contenu sur les autres chaînes de lecture où ils parlent pas forcément de lecture, j'aime bien, mais de moi-même c'est, je sais pas, j'ai un blocage mental. Mais là comme je pense que je suis un peu inspirée par l'ambiance cocooning, chill, slice of life des vlogmas sur Booktube, bah ça m'a donné envie un peu de tourner ce genre de vlog où je me prends pas la tête sur le contenu. Genre si je n'arrive pas à faire un update lecture complet sur un livre dans ce vlog là, j'allais dire c'est pas grave, mais en même temps ça me peine un peu parce que bon pour moi c'est un peu le minimum, ou au moins parler de livres, mais en vrai c'est pas grave, tu vois, genre on se prend pas la tête, cool, chill man. En plus j'ai envie d'aborder, je sais pas, plusieurs trucs, toujours autour de la culture ou de la création. Aujourd'hui on est le 17 décembre, j'ai un petit unboxing à faire, je sais pas trop si ça va vous intéresser, mais bon c'est pas grave. Une de mes sagas favorites de tous les temps c'est Qingwan Se Fu ou alors Heaven Officious Blessing de Mu Shang Tongxiu. C'est un boys love chinois qui se passe dans un univers de fantasy, mais en fait ce que j'adore avec cette saga c'est que tu développes énormément d'autres relations amicales, familiales, de manière très fataliste et très tragique, très profonde psychologiquement, très grise aussi, qui bouleverse tes repères, tes valeurs, enfin t'es complètement perdu et ça te challenge constamment dans tes réflexions, comment t'approches la psychologie humaine et tout, enfin c'est vraiment très intéressant. Là bah ils ont sorti le dernier tome en anglais, on pouvait avoir une édition collector du coup avec des goodies en plus, et évidemment je l'ai acheté. Voilà, il s'agit du dernier tome. Il m'a coûté 30€. C'est assez cher, en même temps il est gros. Il y a des chapitres bonus que je n'ai jamais lus. Je voulais ouvrir avec vous, main dans la main, ce beau cadeau que je fais de mois à mois. J'en avais déjà acheté un de Moda Touche, l'édition collector du dernier tome, et j'ai pas été déçue du tout des goodies parce que c'était vraiment très cool. Il y avait un carnet, il y avait ce marque-page sublime. Il y avait des stickers, quelques stickers à l'effigie de mes personnages préférés. Voilà. Ensuite, on enlève. Il y a un carnet à l'intérieur. Oh, c'est trop beau. Mais pourquoi il y a le masque qui fait peur là, putain. C'est un petit carnet qui se présente comme ça. C'est magnifique. Là ça se présente comme ça, c'est vraiment un petit carnet. Le truc que j'aime pas c'est qu'ici il y a le masque de l'antagoniste principal que je déteste. C'est l'un des pires antagonistes ever parce qu'il fait trop peur et qu'il est tellement sadique et qu'il te fait voir des choses mais atroces à supporter. Là t'as le fil rouge de l'amour qui le relie. Si vous êtes intéressé par l'aspect amoureux, je vous conseille aussi parce que c'est une romance qui est saine déjà et qui est vraiment très beau. Il y a de bons moments qui peuvent être mignons, il n'y a pas de smut, il n'y a pas de scène olé. Si vous êtes adepte à ça, bon vous allez être déçu. On a pas mal de choses. Hein. Ok, je crois que t'as 2 posters. Oh, ok. Alors on va faire dans un. Pour les posters, j'imagine que c'est du couple principal. En fait, moi j'adore cette saga pour les personnages secondaires. J'aime beaucoup le héros, j'aime moins son love interest, même si c'est un personnage très populaire, mais j'ai un peu du mal avec les personnages qui sont juste concentrés sur un seul personnage, à savoir son love interest. Genre je suis en mode poteau, sociabilise un peu, enfin autour de toi, il y a plein de gens qui sont hyper admirables, qui sont hyper sympas et tout, enfin je sais pas, ouvre-toi juste un minimum. Mais du coup, ouais, les posters par exemple, et la majorité des goodies ce sera autour du couple principal, mais j'espère au moins avoir, je sais pas, 1 ou 2 stickers de mes personnages préférés, des personnages secondaires. Le karma m'a béni. Bon, je vais vous rappeler comme un flashback d'un événement d'il y a 3 secondes, mais j'étais en mode oui, j'espère qu'il y aura au moins des goodies, un petit stickers de mes personnages préférés. En tout cas dans les posters, ce sera autour du principal, voilà. C'est qui elle? Pour ceux qui connaissent pas, voilà, vous avez peut-être pas pigé, mais je vais vous expliquer sagement, tendrement, c'est un peu bizarre de dire, je vais vous expliquer tendrement, ouais bref. Le couple principal, c'est lui et lui, d'accord?
c'est compliqué, mais en fait c'est 800 ans après qu'ils vont apprendre à se connaître en tant qu'amoureux, hein. Du coup, enfin ils vont se séparer, ils vont pas se connaître genre de mentor à disciple ou je sais pas quoi, ou un truc hyper cringe. C'est un poster du passé du héros de chez Alien, qui je l'adore, il est magnifique, j'adore les couleurs, j'adore. Cette femme, je sais pas qui c'est, je sais absolument pas qui c'est, je crois que c'est sa mère, mais ce serait bizarre parce que non, ah non, c'est son mentor, c'est le maître de celui-là, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est, alors ces deux-là en fait ce sont ses serviteurs, enfin c'est pas des serviteurs mais c'est des bras droits, c'est des compagnons d'armes de lui, et j'adore leur trio. Leur trio, ça peut être ma première ou deuxième relation préférée de toute l'œuvre, et c'est une relation qui est empreinte d'amertume, de complexité au niveau de leur amitié, parce que en gros, c'est pas un spoil, hein, c'est dit dès le début, 800 ans plus tard, c'est le moment présent de l'œuvre. On sait qu'ils se sont séparés, qu'ils sont disputés, et du coup que leurs rapports ne sont plus aussi amicaux, même proches qu'avant. Pendant tout le long, j'espérais de voir qu'ils retrouvent leur complicité, parce que tu sens en fait qu'il y a quelque chose, que c'est tendu, mais que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple animosité, hostilité entre eux en fait. Et le fait que du coup on ait eux trois en poster, et surtout lui qui est mon personnage préféré ever de la vie, Mooching, qui est en train de rafistoler un vêtement de lui, parce que en fait c'est très significatif. J'arrive pas à y croire. Si vous lisez en anglais, sachez que la plume traduite, ou même peut-être la plume même en chinois, parce que c'est un livre qui a été écrit de manière non professionnelle sur un site en chinois, c'est très mal écrit. Enfin, c'est très mal écrit. Ça peut être pauvre, le vocabulaire, mais vraiment si vous surmontez ce défaut-là, vous allez passer un best moment. Au début, c'est très sympa, c'est cool, il n'y a pas grand-chose à relever de poignant, mais plus vous avancez, plus vous allez vous confronter à des drames et à des complexités psychologiques, mais génialissimes. Et bref, je l'adore. Et putain, mais Mooching, je l'adore parce qu'il est constipé socialement, émotionnellement, il a du mal à parler de ses sentiments, et c'est moi. Je me suis rarement autant reconnue dans un personnage de roman comme Mooching. Waouh, ils sont vraiment très amis, hein. Waouh, j'aime beaucoup les couleurs automnales. C'est très oh, en vrai c'est très doux. Genre je suis pas une fan hardcore du couple, mais c'est vraiment très beau, et j'aime beaucoup la finesse des traits. Oh, c'est trop. Alors en fait je sais pas comment on place, mais en gros c'est genre je sais pas comment on dit. Je sais pas, je ne dirai rien parce que voilà. Alors comment on fait, c'est quoi ça? Je pense que je devrais le mettre genre comme ça, un truc comme ça, mais j'arrive pas. Je sais pas comment l'accrocher. T'as un marque-page qui est vraiment très beau. L'évolution de leur relation. Oh putain, les stickers. Et un personnage que je déteste. J'avais vu de manière un peu très floue en fait les goodies, et j'avais vu que sur la planche de stickers il y avait un sticker qui était de la couleur dominante du personnage que je déteste, et j'ai peur en fait que ce soit ce personnage là. Je suis même sûre que c'est ce personnage là parce qu'il est très apprécié et très populaire dans le fandom, et je comprends pas. C'est un putain de cannibale, il est atroce, il est lâche, il est insupportable, il arrête pas de se plaindre et tout, enfin bref, il est vulgaire. J'ai peur qu'ils aient gâché un sticker pour lui, alors qu'il y a d'autres personnages qui sont tellement précieux et qui vont pas avoir leur moment de gloire dans la planche de sticker. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, on l'a. Ok, alors on a le couple principal, voilà, ils sont très mignons, voilà, ils sont très mignons. T'as le mec que je déteste, alors oui, et du coup il a un enfant avec lui, et ça me stressait trop parce que ce mec, comme j'ai dit, c'est un putain de cannibale, hyper vulgaire et tout, et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il faut avec l'enfant? Genre j'avais tellement peur qu'ils finissent par bouffer l'enfant, et à chaque fois du coup qu'ils étaient ensemble, je stressais. T'as ces deux-là, Mooching et Fanchun, qui sont les compagnons de Shelen qu'on avait sur le poster, donc je suis très contente de les avoir, c'est trop bien. Et t'as, ma voix elle part en couille, et t'as Shi Qingxuan et Ming-Yi qui composent ma relation préférée de Qingwen Fu, et la relation qui m'a le plus foudroyée parmi toute œuvre confondue, dans un certain sens. Je sais pas, genre ma relation préférée ever, mais c'est la relation qui m'a le plus détruite d'une certaine façon parmi toute œuvre confondue, et bref, mais ils sont très attendrissants et je vais définitivement faire un marque-page pour eux. J'ai trop hâte de faire. Voilà.
J'adore ces personnages. T'en as un, c'est le Sunshine, l'autre c'est le Grumpy constipé émotionnellement, et ils forment un duo de tonnerre. Ils sont tellement attendrissants. Genre t'as Chuan qui est tout le temps en mode oui, 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 c'est mon meilleur ami, et lui qui le rejette et tout, et qui fait que bouffer dans son coin comme un putain d'asocial, et je l'adore. C'est mon animal totem, quoi, c'est moi. Je suis dévastée, je suis trop contente. On a des cartes qui reprennent les illustrations des volumes, c'est très très beau. Comme ça reprend les illustrations des volumes, bah du coup à chaque fois sur les illustrations c'est que le couple principal, et je trouve que c'est dommage quoi, parce que pour moi la richesse de Steven Seafood c'est vraiment au niveau des personnages secondaires, parce qu'ils sont tellement approfondis, avec un background, avec une évolution mais génialissime. Voilà, et le meilleur pour la fin, voilà, c'est la scène la plus spicy que vous trouverez dans l'œuvre. Voilà, j'ai trouvé un tuto sur internet qui était une vidéo TikTok, et merci parce que j'aurais pas trouvé, parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de truc manuel. Je voulais aussi vous présenter des petits fanarts que j'ai pu acheter à la Japan Touch, que je vous ai un peu présenté dans un ou deux vlogs précédents. La Japan Touch, ça se passe à Lyon. C'est une convention, c'est un festival autour du manga, du cosplay, de la culture japonaise, et en même temps c'est lié avec le salon de l'Asie qui met en avant chaque année un pays asiatique en particulier, avec une exposition, des activités, etc. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est les stands de créateurs où voilà tu découvres de nouveaux artistes hyper talentueux. J'ai pu faire quelques emplettes, et évidemment la plupart de mes achats tournent autour de One Piece, mais pas que, puisque y a ce fanart. Quand je pourrai je vous mettrai évidemment le nom de l'artiste. Pour le coup je n'ai pas le nom d'artiste et je suis hyper dégoûtée parce que son stand était absolument magnifique, et quand je suis tombée sur ça j'étais trop contente. Il s'agit de personnages dans Mudatsushu, ou traduit en français par le grand maître de la cultivation démoniaque, un truc comme ça, chez Bookmark, et c'est du même auteur que Heaven Official's Blessing que je viens de vous présenter pendant 10 milliards d'années. J'adore ce fanart parce que comme le problème avec Heaven Official's Blessing, comme c'est un boys love, du coup la plupart des goodies se concentrent sur le couple principal, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, et du coup le fait qu'il y ait un fanart sur des personnages secondaires, en plus mes personnages préférés secondaires, j'adore ce trio, genre c'était trop cool, ça a refait ma life. C'est un trio de juniors, de personnages jeunes, adolescents, qui sont trop purs, qui apportent beaucoup de chaleur et de fraîcheur dans une œuvre comme Mudatsushu, qui peut vraiment devenir très gris, voire très noir. C'est très fataliste, c'est très tragique, c'est mes rayons de soleil, et je les adore, ils sont trop mignons. Au niveau des fanarts de One Piece, mon ami m'a offert cette illustration de Sanji, qui est mon personnage préféré dans One Piece, même si là où j'en suis en ce moment, il me met très mal à l'aise parce qu'il a un côté vraiment très problématique et ça me saoule. T'as ce fanart de Law dans One Piece qui est un personnage hyper charismatique, et ici ça reprend son passé avec le personnage qui va sauver la vie, Corazon. C'est un passé qui est absolument bouleversant, qui est très poétique, la fin de son passé. C'est d'une esthétique, ça rappelle un peu le conte, la poésie. Il y a quelque chose de artistique limite dans cette fin, mais tragique, hyper tragique, qui te transperce en plein cœur, mais un côté tellement beau, et je suis en mode mais comment l'auteur il arrive à transformer des morts de manière aussi artistique et belle en fait. Et en parlant de l'eau, du coup mon ami m'a prêté le roman de l'eau qui se passe à la fin de ce passé là, pour voir comment en fait il devient pirate et comment il arrive à réunir un équipage pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. J'ai très hâte de le lire, peut-être en parler, parce que j'ai une autre amie qui m'a fait beaucoup de bons retours, qui m'a dit qu'il y avait des moments très précieux. Je suis dans l'arc de Wano dans One Piece, et l'eau dans cet arc là il est magistral. Au niveau des autres fanarts, il y avait celui-là, juste parce que je trouve Luffy BG. Ce fanart, alors la qualité d'impression c'est un peu bof, mais j'ai craqué parce que du coup c'est les 3 premiers personnages de l'équipage de Luffy. L'artiste est basé sur le style du live action pour faire ce fanart. Tu le vois avec les cheveux plus bouclés de Luffy, avec la coupe de cheveux également de Zoro, et en fait je l'avais pas remarqué au début, mais c'est Luffy qui les enlace avec ses bras élastiques.
et c'est trop mignon parce que ça se voit que Luffy il est heureux d'avoir enfin des membres pour composer son équipage et vivre ses propres aventures et avoir des gens sur qui compter et des gens également à protéger. En plus je trouve ça symbolique parce que le live action qui est sorti du coup cette année, pour moi c'est une franche réussite. Et en plus 2023 personnellement, pour moi c'est l'année de One Piece avec tout ce qui se passe, avec le live action, avec je crois les dingueries autour du manga, avec le truc aux États-Unis qu'ils ont fait là, et également à mon niveau personnel, c'est l'année où je me suis remise pleinement à One Piece, où j'étais accro. Vraiment One Piece a rythmé mon année mais de manière tellement intense. Ces fanarts là, dont également les fanarts que j'ai achetés quand j'étais à Taïwan lors de conventions, bah en fait j'aimerais les accrocher sur mes placards, comme ça j'ai un fond qui me représente encore plus dans mes vidéos. J'avais collé des illustrations que j'aimais bien, mais il y a moins de signification que par exemple ce genre de fanart évidemment. Du coup je pense que je vais déménager ce genre d'illustration pour pouvoir mettre en avant à l'honneur ce genre d'illustrations qui me tiennent tellement à cœur, qui représentent beaucoup plus des éléments importants dans ma vie. Également le plus gros achat que j'avais fait à Diamond Touch, c'est ce t-shirt là. Alors c'est un t-shirt de One Piece, évidemment on le voit au logo, mais pas que évidemment, parce que derrière, voilà, ça reprend mon arc préféré de One Piece, Water 7 Inesolbi, qui est pour moi le condensé de tout ce qui fait que One Piece c'est un putain de chef d'œuvre, c'est du génie, c'était incroyable, phénoménal. T'as la scène iconique avec Robin, hein, avec sa phrase hyper emblématique, je veux vivre, enfin phénoménal. J'ai très hâte qu'il fasse un peu moins froid, comme ça je le porterai et je me sentirai bénie, puissante grâce à One Piece. Regardez, c'est trop beau. À chaque fois que je suis dans mon lit et que mes yeux se relèvent, ils s'attardent sur ce mur resplendissant de fanart trop beau. Et vous pourrez admirer pendant tout le long ce mur au lieu de ma tronche. C'est trop cool. Hey, on est le 22 décembre et j'ai plein de trucs à vous dire, pas forcément intéressantes, à part deux choses, parce que ça part de lecture. Après les autres c'est du blabla pour... Voilà. On commence tout de suite par mes lectures. J'ai fini Blade Breaker de Victoria Aveyard, qui est traduit par L'âme brisée chez De Saxus. Et c'est le tome 2 de Terre brisée que j'avais adoré. Vraiment le tome 1 c'était une expérience mais tellement haletante et tellement riche en émotions, en hype, en adrénaline et tout. C'était trop cool. C'était une des sagas qui était potentiellement
très haut dans mon top de mes meilleures lectures de 2023. Avec le tome 2, j'ai des réserves. Et en fait ça me saoule parce que j'ai l'impression que c'est de la malédiction du tome 2 qui arrive constamment en ce moment quand j'essaye de rattraper des sagas. Le fait que j'ai ressenti un tel enthousiasme pour le tome 1 que le tome 2, ça retombe un peu trop et voilà, c'était peut-être mieux dans mes souvenirs. Grosso modo, pour résumer le tome 1, il y a des méchants, des antagonistes qui vont ouvrir des portails, qui vont rameuter des monstres de d'autres dimensions pour envahir le monde, détruire la terre, etc. Et du coup notre groupe de jeunes héros qui est composé de personnes venant de différents horizons qui vont s'allier pour essayer de sauver le monde en refermant ces portails là. Dans le tome 2, c'est la continuité de cette quête et vont également chercher à former des alliances pour ralentir, voire empêcher un max la domination des antagonistes qui eux également gagnent du terrain de plus en plus en grignotant de plus en plus les royaumes. Je trouvais que c'était assez mou comparé au tome 1. Il y avait beaucoup moins de plot twist que dans le tome 1. Vraiment le tome 1, enfin au niveau des rebondissements et tout, il y avait des trucs que je m'attendais pas et c'était hyper hypant et ça m'avait choqué. Là c'est assez plat, genre ils vont former des alliances mais il n'y a pas vraiment de difficultés à surmonter, ça se passe crème. Il manquait un peu de tension et puis tout le long il n'y a pas forcément de combat et puis il y a également un point de vue pour moi c'était assez redondant, assez répétitif au niveau de ce que ça nous délivrait, du coup j'ai pas trouvé ça forcément intéressant. Mais la fin donne envie de lire la suite et le tome 3 je lirai avec très grand plaisir, d'autant plus que j'aime quand même bien les personnages, voire j'aime beaucoup certains parce que j'aime bien les dynamiques qui forment le fait que ils sont des gens avec des tempéraments différents, avec des backgrounds différents et comment ils vont s'unir. Genre c'est pas des liens parfaits, c'est pas une amitié harmonieuse, mais ils vont travailler en fonction de leurs profils différents, ils vont s'apporter toujours quelque chose mutuellement, tant bien que mal, il y aura une certaine sympathie, un certain respect qui vont se dégager, voire plus entre différents personnages, notamment entre les deux ados du groupe. C'est je pense ma relation préférée et de manière très inattendue c'est une romance et j'adore et genre c'est mon fil préféré dans ce roman alors que c'est vraiment secondaire tu vois, genre c'est ça qui est cool, c'est que ça empiète pas sur le scénario ou même les développements personnels des personnages. À chaque fois je dis des développements personnels des personnages ça fait très redondant mais je suis désolée, je sais pas, en fait j'ai un faible pour ce genre d'amourette où il y a pas de drama, où les personnages ils sont purs, ils sont maladroits, ils sont timides, il y a cette gêne souvent propre à l'adolescence qui les rend tellement attendrissants. J'adore comment ça évolue, c'est très slow burn et du coup ça maintient la petite tension où voilà, ils essaient de parler mais ils n'y arrivent pas trop et du coup ils font des bifurcations verbales et tout, c'est trop mignon. Je préfère ce genre de romance avec pas mal de retenue, de pudeur, de tendresse plutôt que les romances drama qui me prennent trop la tête et que je sais pas, en fait j'aime pas tout ce qui est attraction sexuelle, je trouve que c'est surfait, que c'est artificiel la plupart du temps, voilà, ça m'intéresse pas, à part dans Prince Captif, mais bref. D'ailleurs pour Blade Breaker je vous conseille de lire des scènes d'action, enfin notamment à la fin parce que pendant tout le long il n'y a pas vraiment de scènes d'action, mais avec les OST de l'Attaque des Titans de SNK, Shingeki no Kyojin, un chef d'œuvre complet en termes de musique, mais vraiment le compositeur c'est un dieu, c'est un génie. Ça accentue la tension, ça accentue l'épicness, le stress, l'angoisse, l'adrénaline, c'est trop cool. Ensuite dans le registre du manga, même si je vais vous parler d'un roman, bref vous allez comprendre, du coup j'ai pu lire le roman de l'eau, de l'œuvre originale de Eiichiro Oda, One Piece, et ici ça a été mis à l'écrit par Shusei Sakagami, publié chez Glénat. Comme je dis, ça a suivi le passé de l'eau qu'on connaît dans l'anime, dans le manga original, officiel. On voit comment petit à petit va former son équipage. Alors en fait on voit que les premières étapes, genre ses premiers compagnons, les compagnons qui sont les plus visibles dans l'œuvre officielle, qui sont Beppo, Penguin, je sais pas comment on dit, et Shati. J'aurais voulu qu'on développe un peu plus les autres membres. Je sais qu'on voit souvent une meuf dedans avec des cheveux bouclés. J'aurais bien voulu apprendre à connaître à travers ce roman là parce que elle est pas du tout mise en avant dans le manga officiel, d'autant plus que la moitié du roman c'est consacré à une intrigue principale avec de l'action, des méchants à vaincre et tout, un peu un schéma classique quoi. Et j'avoue que j'étais pas vraiment intéressée par ce pan là, enfin vraiment j'aurais voulu qu'on se centre plus sur la formation de l'équipage. Un autre point faible pour les gens qui seraient peut-être un peu plus
titilleux dessus, c'est que tu retrouves le ton du manga dans le roman. T'as une narration qui est parfois exagérée, où t'as les gens qui disent leurs plans à voix haute, qui énoncent leurs intentions de manière vraiment peu naturelle, en mode oui c'était moi le méchant, j'ai fait ça et maintenant je vais faire ça. Ou alors t'as une ponctuation qui est vraiment très affirmée. Du coup parfois ça peut paraître un peu cringe, mais au moins t'arrives quand même à visualiser le manga à travers les mots, genre t'arrives vraiment à superposer les images du manga ou de l'anime à travers la narration. C'est une expérience un peu originale. Et au niveau des points positifs, il y en a pas mal. J'ai adoré comment on se plongeait dans la psychologie de Lo, de voir comment il était passé d'un enfant qui voulait détruire le monde avant de mourir lui-même à quelqu'un qui est déterminé à survivre et à retrouver le besoin, l'envie de créer des liens avec les autres et de refaire confiance aux autres. Et surtout quelqu'un qui va devenir médecin, et du coup quelqu'un qui va devenir médecin et qui va vouloir sauver la vie des autres, aider les gens. Et il y avait des questionnements sur ses propres capacités à pouvoir renouer avec les autres et à comment honorer l'héritage humain, l'amour que lui a prodigué Corazon à travers ses actes, peut-être à travers sa vengeance, à travers son parcours de vie, son évolution. Et c'était des questionnements qui étaient tellement résonnants pour quelqu'un qui est aussi écorché par la vie, comment elle arrive à se reconstruire et surtout comment elle arrive à reprendre courage pour aller vers les autres. Et c'était très émouvant de le voir faire ce pas-là. Au niveau de la formation de son équipage, alors je ne m'attendais pas, mais en fait, avec les 3 bonhommes que je vous ai cités, ça faisait depuis qu'ils sont gamins, qu'ils se connaissent, et ils ont vécu ensemble pendant longtemps quand ils étaient gamins, et genre, je trouve ça trop pur. Et surtout, ça renforce l'importance de l'existence de l'équipage. Lo le répète plusieurs fois, c'est grâce à ses amis qu'il a retrouvé le goût de vivre. Il voit qu'il a une place dans ce monde, il est capable en fait de se lier aux autres et même de les aider. Et j'aime beaucoup aussi comment t'as 2 des personnages de ses compagnons qui en fait ont vécu quelque chose psychologiquement de similaire à Lo, et du coup ce sont comme des miroirs de Lo, et du coup c'est pour ça que Lo il arrive encore plus à les comprendre et à les aider. T'as aussi un autre personnage qui est Beppo, qui est l'ours, je sais pas si vous connaissez. Lui il possède une pureté et une profonde gentillesse pour le monde extérieur, même si le monde extérieur lui a craché à la figure, qui m'a beaucoup rappelé Corazon. C'est un parallèle avec les compagnons, avec Lo, mais également avec Corazon. Du coup ça renvoie à leur relation. Je trouve que ça donne une épaisseur encore plus touchante à leur amitié, et j'aime tellement la personnalité de Lo. Il se comporte souvent en grand frère, tu vois qu'il est destiné, qu'il mérite d'être capitaine parce qu'il les forme et il est très attentif à eux. Et il est souvent très fier des fruits de leurs efforts, et on dirait tellement un grand frère. Et en fait il y a un truc que j'ai remarqué aussi, je sais pas trop si c'est fait exprès, mais souvent il est excité ou il est enthousiaste face à quelque chose qui est trop cool ou quoi, mais à chaque fois il précise en mode ouais, même si c'est pas mon genre d'être enthousiaste pour ce genre de choses et tout. En fait il essaie de se donner une certaine contenance, il essaie un peu de paraître détaché en mode oui mais c'est pas dans ma nature d'être aussi excité, c'est juste que voilà là c'est particulier. Alors que je suis en mode mais Lo, alors je sais pas si vous avez regardé l'arc de Zo de Wano, mais sans entrer dans les détails, Lo c'est un putain de fanboy. Voilà, malgré son apparence très froide, très détachée, réservée, très charismatique, c'est un putain de fanboy et c'est trop pur. Après j'avoue que comme c'est pas une œuvre forcément 100% originale, en fait je sais pas trop, je me disais est-ce que à tel moment la personnalité de Lo c'est un peu OOC, c'est pas si pertinent que ça parce que c'est un peu trop exagéré pour lui. Je sais pas trop à quel point Oda elle a confirmé la pertinence de cette œuvre là, au niveau de quels éléments, mais dans l'ensemble je trouve que ça a quand même bien capturé sa psychologie. Tu découvres aussi la provenance de quelques éléments, par exemple la signification de son tatouage Death sur ses doigts, que j'avoue au début je trouvais ça un peu cringe, mais en fait il y a une signification vraiment très profonde. Quelles sont les premières épreuves qu'ils ont pu traverser pour en venir à là, pour devenir un équipage de pirates. Voilà, en vrai c'est très intéressant, même si c'est surtout la première partie. En fait je m'en foutais de l'action avec des méchants et tout. On aurait pu seulement se contenter de développer le quotidien vraiment normal de Lo avec ses amis. J'aurais été la plus épanouie possible, j'aurais été la plus heureuse, ça aurait été dans mon top de mes meilleures lectures de 2023. Et ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire en ce moment, à part faire mes dossiers, parce que ça presse un peu, mais je suis un peu dans le déni. En fait j'ai beaucoup de stickers, j'ai ça, que j'ai acheté majoritairement à Taïwan. Celui-là c'est des éditions collector de Moda Suche et Jiwan Sefu, des éditions anglaises. Celui-là je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo, celui-là c'est de le grand maître de la démo... le grand maître de la démo...
le grand maître de la cultivation démoniaque, voilà. C'est plus court en chinois, c'est pour ça mot d'attouche, voilà, c'est pour terminer. Et ensuite, il y a plein de stickers que j'ai acheté à Taïwan. J'ai un problème, j'ai toujours un dilemme avec les stickers, c'est que j'ai peur que si je le colle quelque part et que ce quelque part là, je sais pas, je l'isole, je l'abandonne ou je jette parce que ça marche plus ou quoi, par exemple sur un ordi, je jette également les stickers et pour moi c'est une grosse perte. Du coup j'ai réfléchi à un moyen de les faire perdurer, de toujours garder les stickers avec moi et que je puisse les voir parfois de temps en temps et que je les utilise aussi. Du coup je les transforme en marque-page, vraiment très cheap hein, mais au moins ça marche et j'aime bien. Enfin, celui-là c'est de Run with the Wind qui est un anime de course à pied avec des stickers que j'ai acheté à Taïwan parce qu'il n'y a que à Taïwan qu'ils en vendent au niveau des stands de créateurs, encore une fois dans les festivals de cosplay. Cet été là à Taïwan j'ai aussi trouvé ces stickers du même manga et j'aime trop parce qu'en fait c'est les personnages avec des petits éléments, des objets qui rappellent l'anime, qui sont des petites références et ils sont trop bons. Du coup je vais faire un putain de trop bien de marque-page. J'ai pris 2 exemplaires parce que c'est Run with the Wind, genre les goodies de cet anime, de ce chef d'œuvre là, c'est très rare, ce n'est jamais en France, du coup bah j'en ai profité. Ensuite j'ai fait énormément de marque-pages avec les stickers que j'ai de IQ. Par exemple celui-là c'est vraiment très simple mais je l'aime beaucoup, c'est avec les personnages en animal et derrière j'ai écrit le slogan de l'équipe qu'on suit qui veut dire envole-toi. À Taïwan encore cet été j'ai trouvé plein d'autres stickers de Haikyuu, voilà, et j'aime trop, c'est des références à des scènes parfois toutes banales mais trop drôles. Je sais pas si vous voyez, genre ça c'est la danse du barbecue où en fait ils sont au camp d'été et ils apprennent que les profs sont en train d'organiser un barbecue pour fêter la fin de leur camp d'entraînement et ils font de la danse du barbecue et je connais la chanson mais je vais pas la chanter parce que c'est un peu la honte. C'est du génie, c'est trop cool, j'adore ce genre de petites références, ça montre vraiment que t'es fan et que tu es conscient de la richesse de cette œuvre, que c'est en dehors même du volleyball parfois parce que c'est les liens avec les personnages, entre les personnages qui sont tellement attendrissants et tellement précieuses et tellement bien développés. J'ai aussi d'autres stickers de One Piece et comme j'ai pas de marque-page de One Piece, bah je me dis pourquoi pas en faire. Celui-là c'était un marque-page que je fais issu d'une de mes sagas favorites de 2022 qui est All for the Game de Nora Sakavic. Voilà, du coup j'ai dessiné des références à la saga qui ont une connotation vraiment très forte avec des citations que j'ai mis, voilà, j'aime beaucoup, ça fait très cheap mais c'est très personnalisé et ça montre mon amour pour la saga. Ah oui, j'avais également acheté ce genre de stickers qui rappellent un peu l'univers, les étoiles, blablabla et qui me rappelait beaucoup l'esthétique de Radio Silence d'Alice Oseman qui est mon livre préféré ever et j'ai déjà fait un marque-page dédié à cette œuvre mais avec ce genre de stickers ça peut être vachement trop cool et trop mignon. Mon goal dans la vie ce serait de maîtriser des outils numériques pour dessiner, pour pouvoir faire des marque-pages encore plus pro mais là c'est vraiment très manuel avec du papier cartonné et une plastifieuse et des stickers, voilà. Mais je suis déjà contente. Alors si je vous montre les marque-pages que j'ai fait, je pense que je vais les migrer sur un autre vlog parce que celui-là doit déjà durer pas mal longtemps. Donc voilà, à suivre pour les marque-pages si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je comprends. Si ça vous intéresse mais que j'ai la flemme de les montrer, j'en suis désolée, ça dépendra vraiment de mon mood. Je trouve que, voilà, comme je vous l'ai dit, sortir de sujets littéraires c'est comme sortir de ma zone de confort sur cette chaîne mais je trouve que ça peut être assez cool également à partager. Dites-moi en fait si vous avez ce genre d'activité manuelle, de passion manuelle à faire, ça m'intéresse de ouf et en vrai c'est pas que je vais vous copier mais ça peut m'inspirer également. On va s'arrêter ici pour ce vlog. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a fait passer un bon moment, que ça vous a plu et que vous approuvez ce mur grandiose, majestueux de fan art, d'œuvres, de chefs-d'œuvre incroyables ici. Merci encore et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures cocooning, chill, littéraires surtout. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!